Ron Howard était peut-être la coqueluche rousse de la série Andy Griffith. Mais la vie derrière les clôtures blanches de Mayberry n'a pas toujours été aussi parfaite. Alors que les téléspectateurs voyaient à l'écran une famille soudée dans une petite ville, la dynamique réelle était bien plus compliquée. Bien sûr, Howard a partagé des rires avec Andy Griffith et Don Knotts, mais il y avait un membre de l'équipe qu'il détestait discrètement et il n'était pas le seul. Cette même personne a également déclenché une querelle que même Andy Griffith n'a pas pu pardonner. Le Andy Griffith Show. Le Andy Griffith Show est peut-être considéré comme l'une des sitcoms les plus saines et les plus nostalgiques de la télévision. Mais derrière le doux charme sudiste de Mayberry se cachait un monde bien plus complexe. Diffusé pour la première fois sur CBS le 3 octobre 1960 et jusqu'au 1 avril 1968. La série a proposé 249 épisodes d'une demi-heure en 8 saisons, dont 159 en noir et blanc et 90 en couleur. Et bien qu'elle dépeigne une époque plus simple, le tournage de la série n'a pas toujours été aussi paisible que la ville qu'elle a fait revivre. La série a commencé comme un pilote détourné de l'émission de Danny Thomas avec Andy Griffith dans le rôle du shérif Andy Taylor, un homme de loi veuf qui élève son jeune fils Opie, joué par un jeune Ron Howard, dans la ville endormie de Mayberry, en Caroline du Nord. Bien que le cadre soit fictif, Griffith a décrit son ambiance comme nettement nostalgique, rappelant davantage les années 1930 que les années 1960, époque à laquelle elle a été filmée. Il y avait le député Barney Fife, trop enthousiaste mais hilarant et inepte, incarné par Don Knotts. La tante Bea, gentille et stable, représentée par Frances Bavia, et bien sûr Opie, précoce mais réaliste. Ensemble, ils formaient une unité familiale réconfortante qui semblait faire écho à des liens réels. Du moins, c'est ce que pensaient les fans. Malgré son ton comique chaleureux, l'émission Andy Griffith n'était pas à l'abri des conflits. Une querelle en particulier entre Andy Griffith et un autre membre de l'équipe est restée cachée pendant des décennies, tenue à l'écart des projecteurs pendant que les caméras tournaient. Même Mayberry ne pouvait pas garder les secrets pour toujours. La série a tout de même été un énorme succès. Elle ne s'est jamais classée plus bas que la 7e place dans les audiences de Nielsen et Fate Rare. Elle a terminé sa dernière saison à la première place. I Love Lucy et Seinfeld se partagent cet honneur, alors que Griffith n'a jamais reçu d'Emmy pendant la durée de la série. Les Kovdet, Knotts et Bavia en ont obtenu 6 à L2. L'héritage a perduré avec des spin-offs comme Gomer Pyle USMC, un film de retrouvailles en 1986 et la suite de la série Mayberry RFD. Aujourd'hui encore, les fans célèbrent Mayberry lors d'un festival annuel dans la ville natale de Griffith, Mount Airy, en Caroline du Nord. Ils s'accrochent toujours à une ville qui n'a jamais vraiment existé et à une série qui était tout sauf simple en coulisses. Mais tandis que le mythe de Mayberry continuait d'enchanter le public, un garçon de ce décor se préparait tranquillement à une vie au-delà du porche et de la canne à pêche. Ron Howard. Ron Howard est peut-être mieux connu aujourd'hui en tant que réalisateur hollywoodien acclamé, mais bien avant qu'il se tenait derrière la caméra. Il était le garçon roux préféré de l'Amérique dans l'une des sitcoms les plus appréciées de la télévision. Né le 1 mars 1954 à Duncan, Oklahoma, Ronald William Howard est né dans une famille du showbiz. Son père, Rance Howard, était un acteur, scénariste et réalisateur qui a adopté le nom de Saint Howard, après être né Rance Beckenholt. Au moment de la naissance de Ron, Rance servait un mandat de 3 ans dans l'armée de l'air américaine. Sa mère, Jean Spiegel Howard, était elle-même actrice, faisant du show business une affaire de famille dès le début. L'héritage de Ron est un mélange de racines allemandes, anglaises, écossaises, irlandaises et hollandaises, un parcours américain qui reflète les personnages sains. Il finira par dire qu'il a été éduqué en partie sur les plateaux de studio comme Désilus, où il a reçu des cours particuliers en tant qu'enfant acteur, et en partie dans les écoles californiennes de Burbank, notamment à la John Burroughs High School. Il a ensuite fréquenté la prestigieuse School of Cinematic Arts de l'USC. Il n'a pas obtenu son diplôme. Sa vocation l'attirait déjà ailleurs à l'âge de 5 ans. Ron Howard avait déjà un CV impressionnant.
Il a joué son premier rôle dans un film, The Journey, et il apparaît bientôt dans diverses séries télévisées comme The Twilight Zone, The DuPont Show with June Allison, Dennis the Menace at the Many Loves of Dobie Gillis. Mais sa véritable révélation a lieu en 1960 lorsqu'il décroche le rôle qui va tout changer. Opie Taylor dans The Andy Griffith Show, crédité à l'époque sous le nom de Ronnie Howard. Il a joué le jeune fils du shérif Andy Taylor, Andy Griffith, pendant les 8 saisons de la série. En repensant à ses premiers jours sur le plateau, Howard s'est souvenu d'avoir été préoccupé par une tortue jouet qu'il devait faire semblant d'être réelle et morte. Je me souviens qu'il regardait cette petite tortue et qu'il m'a dit que c'était assez drôle de devoir faire semblant qu'elle était morte. Il l'a dit. Je me souviens d'une première impression très détendue. Cet équilibre entre conseils bienveillants et humour subtil était exactement le genre de ton qui définissait la série. Même si elle a été diffusée dans les années 1960, les Andy Griffith Show s'est délibérément appuyé sur un ton d'Americana démodé. Il était intemporel, nostalgique et rayonnait de la chaleur d'une époque plus simple, aux côtés de Don Knotts dans son inoubliable interprétation de Barney Fife, de Frances Bavia, la tante Bee, sage et nourricière, et d'un ensemble coloré d'habitants de Mayberry. La série est devenue un élément essentiel des foyers américains. Elle n'a jamais remporté l'Emmy de la meilleure série comique. Elle a été nominée 3 fois, et ses co-vedettes Ronnie Howard et Don Knotts ont remporté 6 Emmy à eux deux. Cependant, la carrière de Ronnie Howard ne s'est pas arrêtée avec la fin du Andy Griffith Show. Son succès ne s'est accéléré qu'en 1974, lorsqu'il a connu une deuxième vague de célébrité en jouant Richie Cunningham dans Happy Days. Ce qui a commencé comme un segment d'amour à l'américaine s'est rapidement transformé en une série à succès. Richie Howard jouant le rôle parfait de Fonzie. Le veston de cuir est l'intelligence de la rue d'Henry Winkler sur le plateau. Leur alchimie était réelle à l'écran comme en dehors, et le duo a contribué à catapulter la série dans la légende de la culture pop. Il fait ses débuts de réalisateur en 1977 avec le film Grand Theft Auto, une comédie d'action à petit budget coécrite avec son père. L'opportunité fait partie d'un accord intelligent avec le producteur Roger Corman Howard. Jouerait dans Eat My Dust en échange de la possibilité de réaliser son film. C'est un tournant à la fin des années 70 et au début des années 80. Howard réalise plusieurs téléfilms pour NBC, dont le film Skyward en 1980 avec la légende de l'écran bête. Mais sa grande percée en tant que réalisateur a eu lieu en 1982 avec Night Shift, une comédie délirante mettant en vedette Shelley Long, Michael Keaton et Henry Winkler, qui a marqué l'arrivée de Howard en tant que nouvelle force créative derrière la caméra. En 1984, il a réalisé Splash, une comédie romantique fantastique mettant en vedette Tom Hanks, Daryl Hannah, Eugene Levy et John Candy. Ce qui a commencé avec une tortue jouet et un rôle d'Opie Taylor est devenu. La carrière de toute une vie, Ron Howard n'a jamais été un simple enfant d'acteur. Il était un conteur en formation. Une fois derrière la caméra, il s'est assuré que Hollywood ne l'oublie jamais. Mais avant les récompenses, les triomphes au box-office et la consécration en tant que réalisateur, Howard s'est fait les dents sur un plateau qui était loin d'être aussi ensoleillé qu'il n'y paraissait. Derrière le rythme doux de la vie à Mayberry, une tension réelle couvait. Une tension qu'aucune caméra ne pouvait saisir pleinement. Tension sur le plateau de l'Andy Griffith Show. Le drame de l'Andy Griffith Show ne s'est pas déroulé uniquement devant la caméra. En fait, les intrigues les plus émouvantes se sont déroulées en coulisses entre deux des plus grandes stars de la série. Andy Griffith et Frances Bavia étaient des rois de la télévision. Figures emblématiques du divertissement du milieu du XXe siècle. Ils sont surtout connus pour leurs interprétations chaleureuses du shérif Andy Taylor et de la tante Bee. Mais s'ils rayonnaient d'harmonie à l'écran, leur relation était loin d'être amicale, à l'image de la célèbre amitié tendue entre Selena Gomez et Francia Raisa. La tension entre Griffith et Bavia a ajouté une couche dramatique à un classique des décennies par ailleurs très agréable à regarder.
car ce désaccord a suscité la curiosité des fans et des historiens du divertissement. L'origine de leur friction réside dans de profonds conflits de personnalité et des valeurs professionnelles divergentes. Il ne s'agissait pas d'un bref malentendu, mais d'une guerre froide qui couvait discrètement derrière les clôtures. Blanches de Mayberry et qui les a suivis longtemps après la diffusion du dernier épisode. Une querelle de coulisses souvent murmurée, mais rarement confirmée. Le shérif Taylor a apporté la paix à Mayberry sans jamais élever la voix. Il était un père veuf, un sage homme de loi et une boussole morale pour la ville. Il équilibrait le maintien de l'ordre et les disputes entre voisins avec une grâce intemporelle. Son charme définissait le ton chaleureux de la série. Frances Bavia. Dans le rôle de Tante B, Andy Taylor, la tante au grand cœur et aux idées bien arrêtées. Tante B n'était pas seulement une gardienne, elle était le centre émotionnel de la maisonnée Taylor. Son personnage offrait des repas réconfortants, de douces réprimandes et une sagesse bien de chez nous. L'interprétation de M. Bavia a fait de Tante B une pierre de touche culturelle, la quintessence de la tante à la télévision. Le shérif Taylor et la tante B ont représenté un sens du foyer et de la communauté que des millions de téléspectateurs ont adoré. Mais alors que leurs personnages peignaient l'image parfaite de la vie familiale d'une petite ville, la réalité en coulisses était bien plus turbulente. Selon la musique country classique, la tension entre Griffith et Bavia provenait de différences fondamentales et de la façon dont ils abordaient leur métier et l'un l'autre. Bavia, connu pour être profondément privé, maintenait une distance délibérée avec ses co-stars alors qu'Andy Griffith était chaleureux et sociable hors de l'écran. Bavia préférait la solitude. Pour certains, cela est apparu comme froid ou distant. Mais ce n'était pas seulement sa nature réservée qui causait des frictions, c'était ses normes exigeantes. Il prenait son rôle au sérieux et attendait la même chose de tous ceux qui l'entouraient. Ron Howard, qui jouait le petit Opie Taylor, a souvent parlé de l'impact positif de Griffith sur le plateau. Cependant, Howard Morris, qui jouait Ernest T. Bass et réalisait plusieurs épisodes, a décrit le travail avec Bavia comme naviguer sur une mine, une instruction apparemment simple, comme lui demander de se déplacer de quelques centimètres pour le cadrage de la caméra, pouvait déclencher une forte résistance. Elle était très attentive à son espace et à sa présentation et tout défi à cet égard était malvenu. Sa précision, bien qu'admirable, conduisait parfois à des impasses inconfortables avec ses collègues, dans une interview citée par l'Anti-Sèche. Griffith lui-même a fait part d'une tentative mémorable et douloureuse de réconciliation. Il avait déjà rendu visite à Bavia à l'improviste chez elle dans l'espoir d'apaiser les tensions. Mais le geste s'est retourné contre elle, Bavia, qui protégeait farouchement sa vie privée, n'a pas apprécié cette visite surprise. Au lieu de guérir les vieilles blessures, la rencontre les a aggravées, renforçant le mur qui les séparait. Mais comme la vie a le don d'humilier même les cœurs les plus résolus, le changement s'est finalement produit vers la fin de sa vie. Bavia luttait contre le cancer. Un combat qui lui a apporté des moments de réflexion. Elle a décroché le téléphone et appelé Griffith après des années de tension. Elle était prête à parler honnêtement. Griffith s'est souvenu plus tard de ce moment en disant « Bavia s'est excusée avec sincérité. Je suis désolé. Nous ne nous sommes pas mieux entendus. C'était de ma faute. » Elle a admis avoir été difficile, a reconnu son leadership dans l'émission et l'a crédité d'une grande partie de son succès. C'était un geste fort, qui mettait enfin un terme à des années d'émotions non résolues. Frances Bavia est décédée en 1989 à l'âge de 86 ans. Bien qu'ayant grandi à New York, elle a passé ses dernières années en Caroline du Nord, la même où son personnage Tante B avait vécu à l'écran. Elle s'est retirée de la scène en 1972 et a embrassé une vie plus tranquille à Siler City, une petite ville où elle a trouvé la paix et le contact. Les habitants se souviennent d'elle comme d'une personne discrète. Mais bien loin du personnage incompris qu'elle portait à Hollywood vers la fin de sa vie, Bavia a lutté contre de graves problèmes de santé, en particulier des complications cardiaques. Elle a passé ses derniers jours
sous soins médicaux à l'hôpital de Chatham une semaine seulement avant son décès. Elle est sortie de l'unité de soins coronariens, mais son état est resté fragile. La cause officielle de son décès n'a jamais été confirmée publiquement. Beaucoup pensent qu'il est dû à ses problèmes cardiaques persistants. Même dans son dernier chapitre, elle a conservé la même dignité et la même réserve qui avait défini sa vie et sa carrière. Andy Griffith a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Selon CNN Entertainment, il s'est éteint tranquillement à son domicile de Roanoke Island, en Caroline du Nord, tôt mardi matin. La maladie spécifique qui a conduit à sa mort n'a pas été révélée, mais son décès a marqué une perte profonde dans le monde du spectacle. La famille de Griffith a publié un communiqué confirmant qu'il avait été enterré à Roanoke Island, son sanctuaire bien-aimé. La disparition des deux stars a marqué la fin d'une époque. Mais elle a également rappelé aux fans les histoires plus profondes qui existent derrière la surface polie de la télévision. Même si Andy Griffith et Francis Bavia ont passé de nombreuses années en désaccord, ils ont finalement trouvé la grâce de se réconcilier à la fin. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait raison ou tort. Il s'agissait de deux artistes qui reconnaissaient l'humanité de l'autre et choisissaient de lâcher prise. L'héritage qu'ils ont laissé est celui du talent, du cœur et, en fin de compte, du pardon. Alors que le chapitre de l'émission Andy Griffith se refermait sur les débuts de Ron Howard, une autre histoire se déroulait discrètement. Un mariage fait au paradis. Il existe un type d'amour qui ne fait pas les gros titres tous les jours. Il ne crie pas et ne demande pas à être mis en avant. Il perdure tranquillement, régulièrement, décennie après décennie. C'est l'histoire d'amour de Ron et Cheryl Howard. Hollywood ne manque pas d'histoires d'amour, de déchirements publics ou de liaisons qui font la une des journaux. Mais au milieu de tout ce bruit, Ron et Cheryl ont construit quelque chose de rare, quelque chose de vrai. Le 7 juin 2025, ils ont célébré 50 ans de mariage, un demi-siècle de croissance, de rêves, de construction et de choix mutuels chaque jour. Ron a marqué cet anniversaire d'or par une photo d'eux sur la plage au coucher du soleil. Pas de grande production. Pas de tapis rouge, juste la lueur chaude du crépuscule et deux personnes qui ont passé la majeure partie de leur vie en synchronisation. Il a dit qu'il était reconnaissant pour la famille, les souvenirs et le voyage, décrivant leur amour comme une promenade en rivière à travers des eaux calmes et des rapides délicats. Il a attribué leur succès à un simple secret. Ils ont juste continué à pagailler. Ils n'avaient que 16 ans quand ils se sont rencontrés. Deux adolescents en Californie avec des yeux brillants et de plus grands rêves. Il avait des taches de rousseur et cette fameuse chevelure rousse. Elle avait une force tranquille et une présence qu'on n'oublie pas. Il a toujours dit qu'il n'y avait jamais eu personne d'autre. Elle l'était. Leur premier rendez-vous était un classique des années 1970. Ron est venu chercher Cheryl dans sa coccinelle Volkswagen Vermont, l'a emmenée au cinéma, puis ils ont mangé une pizza. La voiture n'avait rien d'extraordinaire, mais elle leur a permis d'aller là où ils le souhaitaient. Des années plus tard, Ron dira en riant, « Elle roule toujours très bien. » Et nous aussi. 5 ans après cette date, ils se sont retrouvés à Burbank, en Californie, et ont dit « Je le veux ». C'était en juin 1975. La liste des invités comprenait des amis, de la famille et quelques covedettes de Happy Days, dont le regretté Tom Bosley. Ron venait de commencer à travailler sur la sitcom 1 an auparavant et la vie allait vite. Mais il savait que Cheryl était sa constante et pourtant elle n'a pas dit oui tout de suite. Cheryl, toujours réfléchie et intentionnelle, lui a dit qu'elle n'était pas prête. Pas encore. Elle avait des choses à faire. L'école? La vie, un avenir qu'elle pouvait se forger avant de le lier au sien. Leur fille, Bryce, décrira plus tard sa mère comme une force de la nature, le genre de femme qui permettait à tout le monde de garder les pieds sur terre, même à Ron. Avec le recul, Cheryl dit que c'est l'amour de Ron pour les histoires qui l'a attiré. Et c'est toujours le cas. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, dont Bryce et Paige, qui les ont suivis dans le monde du cinéma. Mais les Howard n'ont jamais été une simple famille hollywoodienne. Elles formaient une équipe, une unité. Cheryl a écrit un jour que leur passion commune pour les histoires les avait rapprochés.
et il était clair que l'amour était devenu la plus grande. Histoire qu'elles aient jamais racontée. Leurs filles ont souvent décrit Cheryl comme le cœur de la famille. Paige a dit un jour qu'essayer d'expliquer à quel point elles aimaient leur mère lui faisait monter les larmes aux yeux. Elle appelait Cheryl les étoiles, le soleil et la lune, leur guide. Pourtant, cela n'a pas toujours été facile. Ron admet qu'il faut plus que de l'amour. La communication est importante. La chance aussi. Mais surtout, dit-il, il faut grandir ensemble. Il faut changer, s'adapter, se laisser évoluer l'un l'autre et retrouver sans cesse le chemin du milieu. C'est ainsi que leur alchimie est restée forte. C'est ainsi que leurs vies sont restées alignées, même si leurs mondes se sont développés. Ron dit qu'il se sent extrêmement chanceux, non seulement pour leur amour, mais aussi pour les leçons, les bénédictions et la compréhension tranquille qui les ont portés pendant 5 décennies. Des nuits tardives avec les nouveau-nés aux heures d'appel matinales sur le plateau. Des chagrins d'amour aux célébrations. Ils ont toutes vécu ensemble. Pour leur anniversaire de mariage en 2023, Ron a surpris Cheryl en l'emmenant faire un tour dans ce même VW Bug vert menthe. Oui, celle de leur tout premier rendez-vous. Ils ont pris le long chemin, laissé entrer le vent et se sont souvenus de l'endroit où tout a commencé. Pas de restaurant chics, pas de toast au champagne, juste la route. Le doux ronronnement du moteur et 50 ans de souvenirs entre eux. Hollywood oublie souvent le genre d'amour tranquille. Les amours patientes. Celles qui se construisent non pas dans les contes de fées, mais dans les cuisines, les minivans et les bonnes nuits de sommeil. Mais Ron et Cheryl n'ont pas oublié. Ils l'ont vécu. Protégés. Nourris. Leur histoire d'amour n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle est stable, enracinée, éternelle. Et après 50 ans, elle ne fait que commencer. Les controverses de Ron Howard. Très peu d'acteurs sont capables de laisser une trace durable, à la fois devant et derrière. La caméra. Mais Ron Howard est l'un des rares à l'avoir fait et à l'avoir fait mieux que presque n'importe qui d'autre. Il fait partie d'un très petit club qui comprend de grands noms comme Clint Eastwood, Greta Gerwig et d'autres, Jordan Peele, Bradley Cooper et George Clooney. Mais contrairement à la plupart d'entre eux, Howard est plus célèbre pour les films qu'il a réalisés que pour ceux dans lesquels il a joué toutes. A commencé à la télévision, dans les années 1960 et 1970. Son visage était partout. En tant que petit OP dans The Andy Griffith Show et plus tard en tant que Richie Cunningham dans Happy Days, Howard est devenu l'un des enfants stars les plus aimés d'Amérique. Mais derrière ce visage amical se cachait quelqu'un qui observait et apprenait, se préparant à quelque chose de beaucoup plus grand en 1977. Il s'est essayé à la réalisation avec un petit film sauvage intitulé Grand Theft Auto. Il n'avait rien à voir avec le jeu vidéo. Il était rapide, désordonné et plein de cœur à partir de là. Howard est devenu un nom régulier à Hollywood, mais ce n'était pas une ascension fulgurante. Il a dû trébucher à plusieurs reprises dans les années 1980. Il a réalisé Splash, une fantaisie romantique amusante avec Tom Hanks, Ed Willow, un récit d'aventure audacieux. Ils ont montré son talent. Mais tout le monde ne l'a pas encore pris au sérieux. Les années 90 n'ont pas beaucoup aidé non plus. Quelques-uns de ces films sont tombés à plat. Et certains critiques ont commencé à douter qu'il puisse un jour livrer quelque chose de grand. Puis est arrivé le nouveau millénaire, et avec lui. Comment le Grinch a volé Noël et juste un an plus tard. Un bel esprit. C'est le moment où tout a changé. Un bel esprit a raconté l'histoire réelle. De John Nash, un mathématicien brillant qui a lutté contre la maladie mentale. C'était puissant, émouvant et inoubliable. Le film mettait en vedette Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris et Christopher Plummer. Bien avant la cérémonie des Oscars, les gens pensaient déjà qu'il remporterait la palme, et ce fut le cas. Howard a remporté le prix du meilleur réalisateur. Et le film a remporté le prix du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur scénario adapté.
Mais tout le monde n'applaudissait pas. Certains étaient en colère. Des détails importants de la vie de Nash avaient été omis. Sa réalité un enfant qu'il a eu en dehors de son mariage. Le fait qu'il n'a pas soutenu cet enfant, tout a disparu. Les critiques ont accusé Howard d'adoucir la vérité. Il a admis plus tard que ces parties avaient été supprimées pour se concentrer sur le cœur de l'histoire, mais cela n'a pas empêché le retour de bâton. Ce qui a le plus dérangé Howard n'était pas la critique. C'était la façon dont elle a commencé à affecter Nash personnellement. Cela, a-t-il dit, a dépassé les bornes. Pour quelqu'un qui a passé près de 7 décennies sous les feux de la rampe, Ron Howard s'est forgé une réputation de tempête la plus calme d'Hollywood. Il est stable, doux, le genre de réalisateur auquel les studios font confiance quand ils ne veulent pas de drame, juste des résultats. Mais même un homme comme lui a des limites qu'il ne laissera pas les autres franchir. Et ces dernières années, ces limites sont devenues plus claires. J.D., le best-seller de Vance, Hillbilly Elegy. En un film Netflix très médiatisé, c'est un projet que Howard a abordé, avec soin. En se concentrant sur le courage et la résilience de l'éducation de Vance à l'époque. La politique ne dominait pas leur conversation. Vance n'était pas sénateur à l'époque. Il n'était même pas impliqué dans la politique. Cela convenait parfaitement à Howard. Il ne cherchait pas un partenaire politique. Il cherchait une histoire. Mais l'homme que Howard a essayé de comprendre a pris un autre chemin. Vance est maintenant un homme politique. Peut-être sur le point de devenir vice-président et sa rhétorique actuelle. C'est un monde à part de la personne que Howard a connue. Le cinéaste a clairement fait savoir, sans aucun débordement dramatique, qu'il est à la fois surpris et déçu par ce que Vance est devenu. Howard n'est pas du genre à se déchaîner publiquement. Cela n'a jamais été son style, mais cette fois, quelque chose a craqué pour quelqu'un qui a passé sa carrière à éviter la controverse. Son récent ton a eu du poids. Le changement n'était pas seulement politique, il était personnel. Pas comme un autre moment dans sa vie, plusieurs décennies plus. Tôt, quand une co-star apparemment douce a rendu la vie sur le plateau loin d'être saine longtemps avant. A Beautiful Mind ou Apollo Trees. Ron Howard a été un enfant star de l'Andy Griffith Show. La série de bien-être préférée des Américains. À l'écran, tout n'était que charme folklorique. Mais dans les coulisses, les choses n'étaient pas toujours ensoleillées à Mayberry. La plupart des fans supposaient que les acteurs s'entendaient aussi, bien hors caméra qu'à l'écran. Mais il y avait un membre de l'équipe que le jeune Ron redoutait de partager avec Frances Bavier, mieux connue sous le nom de Tante Béa. Elle était sévère, froide, et ne l'a jamais traité comme l'enfant adoré que l'Amérique pensait qu'il était. Alors que le public voyait une tante aimante s'occuper de son neveu, Howard voyait tout autre chose. Quelqu'un de rigide, d'exigeant et avec qui il était presque impossible de communiquer. Même des décennies plus tard, lorsqu'on l'interroge sur son passage dans la série, Howard ne prétend pas que la tante Bee est son meilleur souvenir. À l'époque, bien sûr, Howard ne s'est pas exprimé. Il n'était qu'un garçon jouant le rôle d'Opie. Il gardait la tête baissée, faisait son travail et souriait malgré tout. Mais il y avait des moments où ce sourire s'effaçait, comme lors du tristement. Célèbre épisode Pickle Story, où Opie devait dévorer des bocaux de cornichons de la fameuse tante Bee. Ce que le public ne savait pas, c'est que Ron détestait absolument les cornichons. Cette tension est restée enfouie pendant des années, jamais vraiment abordée. Mais ceux qui connaissaient les acteurs derrière le rideau l'ont confirmé plus tard. Howard et Bavier ne s'entendaient tout simplement pas. Elle n'était pas cruelle, mais elle était glaciale. Elle ne s'est jamais rapprochée de lui. Et en grandissant, cette distance ne s'est pas effacée des mémoires. Elle s'est maintenue, non pas dans l'amertume, mais dans la clarté. Howard avait appris très tôt ce que cela faisait de travailler avec quelqu'un qui vous faisait vous sentir petit.
Alors quand G.D. Vance a commencé à s'exprimer d'une manière qui allait à l'encontre de l'histoire vulnérable que Howard avait essayé de partager, cela a déclenché quelque chose d'ancien. Il ne s'agissait pas seulement de politique, mais aussi de confiance, d'empathie et d'être pris au dépourvu par quelqu'un que vous pensiez comprendre. Il n'a pas eu besoin d'interpeller qui que ce soit. Le silence entre ces lignes en disait assez. Des années plus tôt, Howard avait lui aussi essuyé des critiques pour Un bel esprit. Le film a raflé les Oscars, mais il a aussi suscité des réactions négatives pour avoir omis des vérités majeures sur son sujet. John Nash. C'était un rappel que raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, surtout de quelqu'un de compliqué, comporte des risques si vous adoucissez les bords. Quelqu'un le remarquera. Si vous en dites trop, quelqu'un protégera. Dans les deux cas, le conteur portait le fardeau. Et maintenant, en observant l'ascension politique de Vance, Howard en porte un autre. Non pas parce qu'il a fait un mauvais film, mais parce que l'homme qui en est le centre est devenu méconnaissable. C'est la même piqûre qu'il a ressentie il y a des décennies lorsque la chaleur qu'il a dû simuler pour Tante Bee n'a jamais été à la hauteur du froid qu'elle lui. Ajouté, Howard en conclut qu'il ne faut pas présumer de ce qui se cache derrière le sourire. Un scenario confortable, une personnalité charmante. Un livre à succès. Rien de tout cela ne garantit l'authenticité. Les gens peuvent changer. Ils peuvent vous décevoir. Ils peuvent réécrire leur propre histoire d'une manière qui vous fait vous demander pourquoi vous avez essayé de les aider à la raconter. Pourtant, Howard n'est pas amer. Il a évolué d'un enfant acteur mal à l'aise à un réalisateur avec des Oscars. Sur son étagère et des décennies de confiance à Hollywood, il a appris à choisir ses moments, et ce moment. Ces moments politiques valaient la peine d'être abordés. Il n'a pas fulminé, il n'a pas attaqué. Il a rappelé aux gens une chose. Observez attentivement, pensez de façon critique, et pour l'amour de tout voter, parce que les histoires que nous croyons aujourd'hui façonnent les gros titres qui nous réveilleront demain. Et si quelqu'un comprend à quel point un personnage peut facilement tromper un public, c'est Ron Howard. Il l'a vu jouer à l'écran, sur le plateau, et maintenant sur la scène nationale. Quel film de Ron Howard avez-vous vu? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Comme le dit Mad. Abonnez-vous et cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.